Salut à tous. Alors, dans l'épisode précédent, on a vu la préparation et finition du manche et du chevalet, dans le but de les assembler sur un corps de guitare complètement fini. Et bah voilà, l'assemblage du corps, des deux parties du corps, de la caisse et de la table d'harmonie et la finition, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Pour rendre mes intros un peu moins lourdes et les vidéos un peu plus fluides, j'ai décidé de changer un petit peu de format. Et je vais donc parler un peu moins pendant l'introduction et vous expliquer ce que je fais plutôt pendant, en voix off. Ça va rendre les vidéos peut-être un peu moins contemplatives, un peu moins musicales, mais je pense que ce sera un peu plus simple à suivre et bah, vous me direz ce que vous en pensez. Alors pour cet épisode dédié à l'assemblage et à la finition du corps, par quoi commencer? Vous vous souvenez peut-être qu'en fin de deuxième épisode dédié à l'usinage du corps, je vous avais parlé de deux opérations encore à effectuer, à savoir de prévoir une trappe pour l'accès à l'électronique, on peut appeler ça un capot comme vous voulez, mais aussi éventuellement l'ajout d'un contrepoids. Voyons donc ensemble les formes et la position de cette trappe d'accès à l'électronique qui va pas seulement me servir à accéder au potentiomètre et autres composants électroniques qui vont se trouver sur cette guitare, mais ça va aussi me servir à passer les micros qui ne peuvent pas se monter par un autre moyen. J'ai essayé de diverses manières, par la rosace ou par les autres cavités, il n'y a pas moyen. Ça me servira aussi à y placer une petite cale pour que je puisse presser mon chevalet lors du collage sans risquer de défoncer la table d'harmonie bien sûr. Tout ça n'était pas vraiment possible tant que les formes de renfort des soufflets de la table, la position des piezo, etc. n'étaient pas connues. Et une fois de plus, je me suis un peu compliqué la vie en décidant de maintenir cette trappe, non pas par des vis, mais plutôt par des petits élans. Alors pour ce qui est de l'intérêt ou non du contrepoids, il s'agit d'équilibrer cette guitare qui se retrouve avec un manche standard, donc plutôt lourd, et un corps qui était relativement évidé, donc assez léger. Vous comprenez qu'il y a forcément un déséquilibre. Et pour simuler ça, j'ai suspendu la guitare à un portique avec une ficelle en guise de sangle. Et l'idée étant que ça coulisse à peu près. J'ai scotché sur la guitare tout ce qui n'était pas encore monté pour simuler la masse en quelque sorte. À savoir que ce montage a été certifié par la FNOR. Qu'est-ce qu'on observe? Ça plonge grave. Et qu'est-ce qui manque pour avoir un équilibre relatif? Disons que la guitare ne plonge pas carrément si je lâche les mains alors qu'elle est pendue à mon cou. Et voilà, en remplissant la bouteille de 1 litre et en la vidant petit à petit, en la re-remplissant, j'arrive à une masse, disons, un bon compromis, ce serait 666 grammes. Alors maintenant que la masse est définie, je décide de la réaliser en plan. Le but étant d'avoir le volume le plus petit possible à l'intérieur du corps, sachant que ce volume de résonance est déjà relativement petit. Et là, encore une fois, je vais mettre de la 3D pour définir une forme que j'ai imprimée en 3D, qui va me servir à faire un moule de plâtre. Dans ce moule de plâtre, je coule du plomb et je me retrouve avec une masse
qui s'ajuste bien avec le corps. J'ai noyé un écrou pour la maintenir serrée grâce à la vis de la sangle et je la colle à la râle-bite pour m'assurer qu'elle ne vienne pas bouger même en cas de choc léger. J'ai bien sûr vérifié que le renfort ne touchait nulle part et pour rassurer tous les plombophobes, même si le risque que ce contrepoids s'effrite avec le temps et que j'en respire les poussières est faible, je l'ai revêtu de 2 couches de vernis polyuréthane pour m'éviter la crise de saturnisme aigu ou grave, tout dépend ce qu'on dit. Nous voilà donc avec un corps et une table d'harmonie 100% prêts à s'accoupler. Alors sans tarder et sans censure, voyons ça en images. Plusieurs méthodes existent pour réaliser ce collage. Le plus courant étant probablement l'utilisation de tiges filetées réparties tout autour du corps et des plots qu'on va serrer contre la table d'harmonie ou encore par serre-joint et éventuellement avec des ligatures élastiques. Je n'ai choisi aucune de ces méthodes suite à un raisonnement purement scientifique que je vais vous exposer, mais aussi par flemme d'avoir à réaliser un posage criblé de tiges filetées. Je vais utiliser ma fraiseuse comme d'une presse, en y intercalant un gros ressort de suspension qui me permettra à la fois de m'assurer que l'effort de serrage sera maintenu pendant tout le cessage, mais surtout de contrôler cet effort. Et en parlant d'effort, de combien ai-je besoin? En fouillant sur les sites de fournisseurs de colle vinylique, la pression recommandée pour un assemblage est de l'ordre de 4 à 7 kg par cm², 4 pour les bois tendres et 7 pour les bois durs. Je colle un bois très tendre sur un bois dur, relativement. Il faut donc que je prenne en compte la valeur la plus faible si je ne veux pas détruire les fils de ma table dans la zone pressée, soit 4 kg par cm². Merci encore à la 3D. J'ai une surface de feuillure, donc de contact, de 9139 mm² exactement, soit 91 cm². J'aurai besoin de presser ma table sur le corps avec une force de 91 x 4 égale 364 kg. Je commence par caractériser mon ressort en fonction de son écrasement, en sachant qu'un ressort a une raideur fixe, donc un effort proportionnel à sa compression. Je note donc l'effort en kilos. Pour plusieurs valeurs de hauteur de ressort, on peut vérifier qu'on est effectivement linéaire, et j'en déduis facilement la hauteur de ressort que je dois atteindre pour obtenir ma force de 364 kg, soit 19 cm. J'en colle avec l'aide de 2 petites mains habiles les surfaces des 2 pièces, après avoir fait des essais à blanc, pour ne pas perdre de temps au moment du collage, et j'assemble. Comme 364 kg c'est quand même pas mal, et que ma petite fraiseuse n'est pas du tout faite pour ça, j'ai ajouté une sangle à cliquet pour les derniers centimètres, que j'ai serré en même temps que je descendais la broche, pour reprendre une partie des efforts et ne pas tout faire subir à mes glissières. Ok, donc là au dépressage, là, une surprise que je vais plutôt prendre comme une bonne surprise. Mon empilage là qui est censé m'assurer de bien répartir l'effort, j'avais des doutes là-dessus et j'ai utilisé mon gabarit de départ qui a exactement la forme de ma table d'harmonie. Et donc qui va m'assurer de presser, qui était censé m'assurer de presser sur tout le pourtour. J'avais mis dessous une couche un peu élastique pour aider à répartir ces efforts s'il y a des variations de forme. Il se trouve que cette couche élastique n'est pas si élastique que ça. Il y a des fibres à l'intérieur, je pense, qui ont laissé des traces. Qui devrait partir sans problème au ponçage, puisque c'est une zone que je vais devoir poncer. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai ces traces-là sur tout le tour de la même manière, ce qui veut dire que j'ai une force bien répartie pour le pressage du collage. Ça me rassure et je suis assez confiant du coup sur le collage. Alors comme j'expliquais en fin de deuxième vidéo sur la table d'harmonie, là je cherche une solution pour combler les jours un peu disgracieux autour de la table, entre la table et le corps plus exactement. Et une proposition dans les commentaires qui me semble très intéressante, très pertinente, c'est d'utiliser de la pâte à bois.
Et je me suis fait pour ça 2 petits tas de sciures, l'un avec l'épicéa de la table et l'autre avec le bois du corps, pour tester les deux. Moi j'ai souvent eu une mauvaise expérience avec ces pâtes à bois maison, parce que je les trouve toujours un peu trop foncées, j'arrive jamais à retrouver la teinte exacte. Et c'est pour ça que je vais faire un essai là sur cet échantillon. Je me suis collé deux morceaux de chute de bois identiques et je vais faire une partie avec de la sciure d'épicéa et l'autre partie avec la sciure du bois du corps. Et on va voir ce que ça donne au séchage et au ponçage. Bon ben voilà ce que ça donne après séchage de la pâte à bois, ponçage, et j'ai mis un petit coup de vernis juste pour mouiller le bois et me rendre compte un peu de l'effet final. Alors déjà la caméra peut-être encore moins, mais je peux vous dire que même à l'œil on voit pas une très grosse différence entre la pâte à bois d'épicéa et la pâte à bois faite avec le corps, alors que pourtant les pigments sont beaucoup plus foncés. J'ai une fois de plus le constat que pourtant j'ai utilisé une colle qui est translucide, hein, on voit dessous la colle qui est débordée, elle est bien transparente, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à retrouver la teinture du bois, même si j'utilise la poussière du bois en question. Alors ça veut dire quoi? Ben ouais, c'est dommage parce que c'est une solution qui me paraissait bien pratique à mettre en place et malheureusement ben, je vais pas faire comme ça quoi, ça me satisfait pas esthétiquement, ça sera pas terrible, donc je vais faire autre chose. Je vais pas le souder à l'alu, mais je vais insérer un fil tout le tour. Qui sera un liseré du coup métallique et brillant, en espérant que le rendu sera bon. Et c'est reparti. Pour faire briller mon fil d'alu, qui a été poncé donc qui est mat, je reponce déjà au 600 à l'eau, puis 1500, et enfin le bégomme alu. Ça fait bien briller l'alu, mais vous comprenez pourquoi j'avais mis une première couche de finition, sinon bonjour la galère pour nettoyer.
bien voilà, c'est déjà la fin de cet épisode et merci d'avoir regardé jusque-là. Alors, si cet épisode a tardé un petit peu à sortir, c'est parce que pour la première fois, je me suis retrouvé à être un petit peu en retard dans mes montages vidéo, alors qu'en général, j'ai beaucoup d'avance à l'atelier par rapport au montage vidéo. Pourquoi? Parce que toutes ces couches de vernis successives avec un jour de séchage entre chaque et la semaine à attendre avant de pouvoir vernir, plus un peu tous les déboires, voilà, comme tous ceux qui bricolent savent que ça se passe pas toujours comme prévu. Ce fil d'aluminium qui est ressorti, alors j'ai pas insisté là-dessus dans la vidéo, mais ça m'est arrivé au moins 4 ou 5 fois. À chaque fois, il faut le recoller, il faut reponcer. Il y a une fois, il a même cassé. J'ai dû ressortir tout un morceau en ressortant peut-être un petit peu trop vite, un peu trop énervé. Ça a écaillé le vernis que j'ai dû recommencer. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Oui, mon contrepoids, j'ai fait un premier moulage dans un plâtre pas assez sec. C'était une catastrophe, ça a bullé, enfin j'ai dû recommencer. Bon, bref, ça s'est pas tout forcément bien passé. Mais je suis content du résultat. Cette histoire de pâte à bois, si quelqu'un a une explication pourquoi, alors que j'utilise le bois pour faire la pâte, le bois en question, la poussière de la même nature, pourquoi ça ressort pas de la même couleur, eh ben, je veux bien en commentaire qu'ils me disent, qu'ils m'expliquent, encore mieux qu'ils me donnent la solution, il aura toute ma reconnaissance. Et ce vernis, alors pourquoi ce choix? J'étais pas parti là-dessus au début, hein. Je pensais utiliser une bombe de vernis de grande surface de bricolage, mais voilà, c'est pas ce qu'on m'a conseillé, en tout cas pas pour un instrument, acoustique, puisqu'il est censé être en partie acoustique. Pour le corps comme pour le manche, franchement, un crépi projeté aurait pas dénaturé le son, je pense. C'est plutôt pour la table d'harmonie. Voilà, il existe aussi d'autres méthodes d'application d'une finition. Pourquoi le spray? C'est parce que appliquer un vernis au spray, poncer à l'eau, c'est des choses que j'ai déjà fait plusieurs fois. Je suis confiant, donc j'ai pas voulu prendre de risque. Et c'est aussi parce que j'ai pas voulu prendre de risque que j'ai acheté ce vernis de la marque Nitorlac. J'en ai consommé plus que prévu. Une grande partie est sûrement partie en poussière. Au ponçage, mais voilà, je me suis arrêté à cette couche, tout simplement parce que j'en avais plus dans la bombe. Mais voilà, je suis très content du résultat. C'est l'aspect naturel que je recherchais, quand même somme toute brillant. C'est volontairement que je n'ai pas mis de couleur, j'avais hésité au début de faire un petit pourtour coloré ou noir, mais voilà, non, j'aime bien comme ça. C'est sûr que ça rendrait encore un peu plus guitare avec des micros, un chevalet et un manche, mais ça c'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode, avec justement l'accastillage, montage du manche et réglage des différentes hauteurs de micros, de sillets, chevalet, etc. Et surtout, c'est dans le prochain épisode que notre instrument va sortir ses premiers sons. Et on va pouvoir se rendre compte du coup par rapport à l'un de mes objectifs initiaux, à savoir en version unplugged, d'être suffisamment audible avec un son décent. Voilà, on va vérifier ça dans le prochain épisode ensemble. En attendant, comme d'hab, partage, likeage, commentage, ne soyez pas timide. Et à très bientôt pour la suite de l'aventure.